Bonsoir à tous et bienvenue sur Economia. Intéressons-nous ce soir aux managers d'entreprise. Si l'on veut être exhaustif dans l'analyse des faiblesses de notre système économique, nous devons aussi nous intéresser à la gestion de nos entreprises et donc aux compétences de nos managers. Nous évoquons souvent les complexités bureaucratiques de l'administration, celles du gouvernement et de l'exécutif tout entier, mais quid de nos managers? Sont-ils à la hauteur de leur mission et quelle est aujourd'hui la qualité des formations qui leur sont dispensées? C'est ce que nous verrons dans un instant avec nos deux invités que je vous présente de suite. Lubna Masmoudi, bonsoir, vous êtes la directrice générale de l'IMSI, l'Institut de Management Stratégique et de l'Intelligence Économique, un institut dédié créé en 2014 et dédié à la formation professionnelle, de la formation continue et agréé par l'État. Vous et votre institut, vous voulez promouvoir l'intelligence économique et vous proposez donc des formations en rapport, notamment aux managers. Philippe Munoz, directeur de Stratinov et créateur du concept qui lui est relié, avec un pôle étudiant, un pôle formation continue et un club des patrons. Vous êtes actuellement installé sur 3 villes, Oran, Alger et Constantine. Bien, je vais commencer par vous, Philippe Munoz. Donc, vous venez en Algérie. Alors, pourquoi ce besoin de venir en Algérie? Vous avez senti que le marché il y avait un besoin? Merci de m'accueillir. Tout d'abord, nous avons senti, bien évidemment, qu'il y avait un véritable besoin en termes de formation pour former les managers corporate, mais aussi les business managers. Je fais la distinction en conséquence entre le manager qui est en direction générale, qui va être à même de développer une politique générale d'entreprise, une stratégie d'entreprise, et afin qu'il puisse la transmettre au business manager qui, lui, va être son bras armé dans ce développement. On a considéré qu'il y avait un besoin de développer donc des cursus qui associent à la fois stratégie, opérationnel management, positionnement produit et bien évidemment d'être capable que dans cet ensemble, il y ait un lien financier, que l'entreprise soit rentable sur un marché concurrentiel, puisque l'Algérie aujourd'hui est en mutation. L'Algérie aujourd'hui, il y a vraiment un pôle concurrentiel de plus en plus fort, et donc de ça en découle un nouveau manager dont nous avons besoin. De plus, ce qui m'est apparu aussi, c'est que les formations me semblaient beaucoup trop segmentées, qu'il y avait un besoin de transversalité de compétences et que les structures étaient à la recherche à la fois d'hommes et de femmes qui soient polycompétents, businessmen, capables d'utiliser une nouvelle technologie et en même temps en ayant des idées innovantes. Et c'est l'objet de tout notre concept qui développe ces 3 points. Comment vous jugez le marché, le positionnement de nos managers sur ce marché, le niveau de nos managers de manière générale, enfin, en tout cas, ceux que vous avez pu approcher? Écoutez, vous avez des managers excellents comme partout. Je crois que ce que nous devons donner, c'est les moyens aux managers, c'est les outils. Et les outils, c'est justement les prérequis. Et ces prérequis, pour moi, c'est qu'ils maîtrisent les stratégies, qu'ils maîtrisent les politiques générales, qu'ils soient capables de positionner leur entreprise et que, par ce positionnement, on va découler des styles de management et donc une efficacité terrain. Oui, mais est-ce que vous l'avez vu, cette efficacité terrain? Bien évidemment, vous avez... Alors, question toujours... On ne peut pas répondre toujours par le yin et le yang. On a des hommes et des femmes de bonne foi, de bonne aloi, et il convient juste de leur donner des outils. Mais vous avez, bien sûr, en top manager aujourd'hui, moi, des gens que j'ai d'ailleurs recrutés dans ma structure pour enseigner, qui sont extraordinaires. Maintenant, dans le middle management, il y a un travail à faire, bien évidemment, pour que cette courroie de transmission passe, parce qu'eux-mêmes, quelquefois, malheureusement, on ne leur a pas donné tous les outils nécessaires et suffisants à la compréhension de la stratégie de l'entreprise pour qu'ils puissent la transmettre. D'accord. Alors, avant de donner la parole à Lubna Masmoudi, j'aimerais savoir quel est un petit peu votre parcours, comment vous arrivez ici? Est-ce que vous étiez dans ce type de fonctionnement à l'étranger avant d'arriver ici? Et où vous étiez? Moi, si vous voulez, avant de cela, j'étais en direction d'université à Genève, une université privée qui faisait des diplômes d'État.
d'État. J'ai connu l'Algérie par un biais en voulant délocaliser nos diplômes parce que justement on avait senti ce besoin. Et auparavant, j'ai été en direction opérationnelle, direction générale d'un groupe d'écoles de commerce en France qui avait 16 écoles. Voilà, donc je suis issu du monde, bien sûr, de l'enseignement. Et avant, j'ai un parcours de jeune chef d'entreprise dans le textile, si vous... D'accord. Et vous abandonnez tout cela pour venir en Algérie Et j'abandonne tout ça pour venir en Algérie parce que je rencontre des gens qui souhaitent qu'on développe ce concept que je présente, Campus Stratinov, qui associe un pôle étudiant avec une école de business, une école d'informatique et des technologies, une école d'innovation, un pôle formation continue et un club des patrons. Parce que je crois que tout ça fait un tout pour faire réussir l'impétrant de demain. Très bien. Loubna Masmoudi, alors vous, d'emblée, l'IMSI, avec en lumière cette intelligence économique. Pourquoi l'intelligence économique ? L'intelligence économique, c'est un sujet un petit peu à la mode. Tout le monde dira que c'est un sujet à la mode, mais en fait, c'est la réalité économique. Les pays aujourd'hui sont en guerre économique. Et pour affronter justement cette guerre économique, il faut outiller nos hommes et nos femmes, nos managers, nos opérateurs économiques, pour affronter cette guerre et se battre dans le monde économique qui est devenu... Donc l'économie aujourd'hui est internationale, dépasse les frontières nationales. Donc on s'appelle Institut d'intelligence économique et de management stratégique, mais nous sommes en fait une école de management. On est regardé par le grand public. Est-ce que vous pouvez leur dire ce qu'est l'intelligence économique ? Alors, l'intelligence économique est souvent comprise comme étant de l'espionnage économique, alors que c'est pas du tout ça. L'intelligence économique, c'est une veille de tous les jours. C'est comment récolter et analyser l'information qui se présente à nous de manière tout à fait légale. Hein. Il n'y a pas de notion d'espionnage ou quelque chose comme ça. Toute l'information utile pour l'entreprise. Analyser cette information et en faire une information qui puisse aider à la décision au niveau de l'entreprise. Alors comment vous aussi, vous jugez le marché et les managers que nous, dans leur ensemble, hein, que ce soit en middle management, comme le disait Philippe Munoz, ou comme en matière de top management. Alors comment vous situez les choses ? Alors, c'est comme a dit Philippe, c'est très difficile de répondre par oui ou par non, parce qu'on a d'excellents managers. Mais nous avons besoin de savoir si, quand on prend le volume global de nos entreprises, est-ce que, en termes de pourcentage, je suis face à 3% de bon management, ou est-ce que parce que ce serait un désastre de ce point de vue-là. Donc, voilà, j'ai envie de comprendre. Est-ce qu'il faut envoyer tout le monde à l'école ? Moi, je suis pour envoyer tout le monde à l'école, parce que même si on est un bon manager, le contexte évolue. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un nouveau marché, un nouveau schéma. Même la ressource humaine a changé. Il y a des jeunes aujourd'hui sur le marché du travail qui sont ce qu'on appelle entre parenthèse la génération Y. Donc moi je pense que le manager doit se former tous les jours et se perfectionner et s'adapter tous les jours. On n'a jamais terminé nos études en fait. On apprend tous les jours. Vous-même, quel est votre profil ? Vous avez un parcours, vous avez été coach avant de créer votre école ou... Alors, moi, je suis consultante, en fait, de métier. J'accompagne les entreprises dans leur démarche de certification, donc vis-à-vis des normes internationales, donc ISO 9001, etc. Pour ne pas rentrer vraiment dans le jargon, voilà, donc je suis consultante, donc dans le management de la qualité. Et j'ai eu envie de lancer mon école, ma propre école. Donc je ne suis pas seule, je suis aussi avec d'autres... Entourée d'enseignants, de professeurs. De professeurs et d'associés aussi qui ne sont pas là aujourd'hui, que je représente. Et donc cette envie de créer une école de management est venue parce que justement c'est pour contribuer à la formation de nos cadres. Parce qu'on parle des managers, mais je parle de manière encore plus générale. Nous sommes un institut de formation qui se veut former en continu les cadres au niveau de nos entreprises. D'accord, donc je vous repose un peu la question. Est-ce que nos managers
alors, sont à la hauteur de leur mission. Vous allez me dire, donc je veux globalement, vous dites que tout le monde a intérêt, ne serait-ce qu'en termes de recyclage et de réadaptation. Est-ce que du côté de nos managers, ces managers ressentent le besoin de se perfectionner? Est-ce que ils ressentent d'abord leur insuffisance? Écoutez, la preuve est là. Hein, les multinationales, petit à petit, remplacent les managers expatriés par des managers locaux. J'ai des amis avec lesquels j'ai travaillé dans des multinationales qui occupent aujourd'hui des postes régionaux dans d'autres pays. Donc elles ont confiance en la compétence algérienne. Et nous ne sommes pas génétiquement différents. Hein. Vous savez, un manager algérien, quand il est versé dans un environnement favorable, eh ben, il évolue tout aussi bien qu'un manager étranger. Ce qu'il y a de différent... Oui, mais je parle de la génétique scolaire. Tout à fait. Non, il y a l'environnement aussi. Hein, oui, des affaires, on va y arriver. Et je voulais aussi ajouter que la multinationale dispose en fait d'un capital expérience et de base de connaissances extraordinaire. Vous savez qu'en général, un employé un manager dans une multinationale bénéficie de formation, le nombre de jours de formation par rapport, ils sont tout le temps en formation. Chose que donc les privés algériens ne bénéficient pas justement de ce capital expérience, de cette base de connaissances dont dispose une multinationale qui a 80 filiales dans le monde et il y a un transfert de savoir-faire qui est un avantage donc pour ces multinationales. Justement, est-ce que ces nouveaux managers formés aussi, c'est vrai que les multinationales ont apporté beaucoup pour une catégorie de managers. Est-ce que ces managers, après, qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils quittent ce type de multinationale? Et généralement, ils sont opérationnels pour créer leur propre entreprise ou pour aller vers d'autres structures, algériennes notamment, purement algériennes? Nous, les hommes et les femmes qui viennent nous voir pour se former, justement, sont souvent des managers en poste et qu'ils souhaitent aller vers leur propre entreprise. Il y a vraiment, et ça c'est étonnant, cette volonté, moi c'est ce qui m'intéresse ici beaucoup en Algérie, c'est cette volonté d'entreprendre, cette volonté de créer sa boîte, entre guillemets. Ils viennent vous voir, ils vous disent voilà, moi je suis un spécialiste en finance, je suis plutôt RH, je suis plutôt com, je suis plutôt marketing, mais en fin de compte, on ne m'a pas appris à faire le lien entre tous ces ensembles systémiques. Et est-ce qu'il existe des formations où on peut nous mettre en lien l'ensemble de ces éléments pour être plus performant, pour être capable de positionner correctement mon produit sur un marché, puisque auparavant, il suffisait de faire pour que ça se vende en Algérie. Vous n'étiez pas dans un système de concurrentiel. Aujourd'hui, vous êtes dans un système concurrentiel. Aujourd'hui, comme Mme Lasmoudi le dit, les entreprises étrangères arrivent et puis même, il y a une vraie compétitivité interne des entreprises locales, ce qui veut dire qu'on a besoin d'un manager extrêmement compétent. Alors, cette compétence, bien sûr qu'il est passé par des études. Moi, le reproche que je ferai, qui n'en est pas un, je ne me permettrai pas d'aller si loin, mais c'est qu'on a beaucoup trop segmenté la formation et qu'il faut qu'il soit beaucoup plus polycompétent, avec une vision d'ouverture d'esprit, avec bien sûr une bonne culture générale. Et le top manager ou le manager qui est là comme trois transmissions, eh bien, il doit savoir et être capable d'analyser un marché. Je sais que ça peut être difficile de par votre position d'étranger, mais dites-nous la vérité. Vous comprendrez. Non, dites-nous la vérité des choses. Il y a un travail à faire. Pour améliorer les compétences. Il y a un travail à faire dans le civisme professionnel. Qu'est-ce que j'entends par là? Cette prise de conscience qu'on intègre une entreprise, qu'on intègre une culture d'entreprise, qu'on est là pour valoriser l'image de son entreprise. Moi, j'ai trouvé des jeunes extraordinaires. J'ai 2 pépites dans mon entreprise qui sont 2 jeunes filles que je suis en train de former. En parallèle, ce sont mes collaboratrices. Donc, il y a de la ressource. Maintenant, il y a peut-être des habitudes qui ont été prises, une volonté à peut-être... J'ai vu une de vos émissions où vous disiez, je crois, un monsieur, quel est le mot que vous n'aimez pas? Et vous a répondu Malish, qu'il n'aimait pas ce mot-là. Et j'ai trouvé ça, je dis, je ne peux pas le sortir, mais c'est vrai. Voilà. Et je pense comme ce monsieur. Donc ça veut dire que quelque part, c'est vrai que oui, c'est grave.
On arrive en retard, c'est grave. Il faut véritablement une prise de conscience. Et qu'est-ce que vous pensez de cette phrase-là? C'est-à-dire que tout retard est bénéfique. Tout retard est bénéfique si on en prend conscience, qu'on est capable de relever le défi et de se servir de ce retard comme un atout. Et je dis clairement que dans la situation aujourd'hui algérienne où on a un prix du baril qui explose vers le bas, eh bien évidemment c'est extraordinaire parce que vous prenez actuellement les bonnes décisions pour vous réorienter votre économie plutôt vers le secteur secondaire, fabriquer algérien, et en conséquence vous avez besoin de cadres pour mener à bien ces entreprises parce que votre cadre, il va falloir qu'il sache positionner un produit sur un marché. En fonction de ce positionnement, il va devoir apprendre à segmenter, donc à avoir un produit adapté. C'est plus je mets sur le marché et puis ça va se vendre automatiquement. C'est fini ce monde-là. Maintenant, vous êtes sur de la compétence et sur le management, puisque c'était le sujet de l'émission, pour y revenir sur le sujet, eh bien le management, il va s'adapter par rapport à cette segmentation du marché, par rapport à un positionnement. Si vous êtes sur un positionnement, on va dire, de produits cheap pas cher, vous allez avoir un management directif. Si vous avez une entreprise qui, comme moi-même, mon entreprise aujourd'hui, je suis une start-up, je suis sur un management plutôt directif, puisque les hommes et les femmes, je dois les former. Mais aujourd'hui, je suis en train de passer à un management collaboratif. Et puis, lorsque nous serons positionnés en haut de gamme en termes de positionnement, je serai sur de collaboratif. Donc, c'est ça que les managers, ils doivent intégrer. On ne doit plus intégrer un business model, c'est la structure qui doit être capable de valoriser quel type de management et on doit s'adapter. Et la société algérienne, les managers, à mon sens, c'est là-dessus qu'on doit travailler. Quand ils arrivent, ils décrochent leur baccalauréat, les jeunes qui viennent vous voir, comment vous appréciez? En plus, cette difficulté qui veut que souvent la formation au lycée, à l'école et au lycée, se fait en langue arabe et ils sont confrontés à des difficultés peut-être linguistiques pour une totale maîtrise des choses. Oui, sans parler de l'anglais ou des autres langues. C'est vrai que quand on recrute, on est confronté quand même à ce problème. Mais moi, je peux parler de mon expérience propre, puisque je suis un pur produit de l'école algérienne. Hein. J'ai fait mes études universitaires ici, je suis ingénieure en statistique, en planification. J'ai fait mon ingénierat à l'INPS et ensuite, par la suite, j'ai fait un MBA. C'est un diplôme délivré par l'Université de Québec à Montréal. J'ai travaillé dans la qualité, j'ai fait un passage de 3 ans dans une multinationale pharmaceutique. Et quand j'ai décidé de créer mon entreprise, j'étais confrontée à mes propres lacunes. Alors, devenir manager, ça ne s'invente pas, ça s'apprend. J'étais confrontée au problème de la connaissance, ma méconnaissance, si vous voulez, de la fiscalité, de la comptabilité, mes lacunes en informatique. Faire un plan de trésorerie sur Excel, ça paraît peut-être simple, mais je n'ai pas étudié ça à la fac ni à l'UQAM. Comment recruter, comment faire un entretien d'embauche. Donc, quand on parle de compétences du manager, on fait référence à plusieurs compétences, parce que la compétence, ça se définit aussi par une compétence conceptuelle, une compétence technique. Bon, la compétence conceptuelle et la compétence technique, on peut l'acquérir à l'école. Donc quand je dis à l'école, c'est-à-dire aussi à l'université. La compétence technique aussi, parce que ça dépend. La compétence technique fait référence à la spécialité dans laquelle, donc aux techniques et aux méthodes, par rapport bien sûr à chaque spécialité. La compétence du manager, elle relève, je dirais un peu plus, des compétences humaines. C'est-à-dire qu'un manager a besoin d'être un bon communicant, d'avoir le sens de la relation client, de gérer les situations de conflit, de gérer son stress, de gérer son temps. Et ça, c'est pas donné à tout le monde ? Ça s'apprend. Ça s'apprend. Aujourd'hui, ce qu'on est en train d'enseigner, le développement personnel, donc tout le monde dit que c'est à la mode, mais non, c'est pas une mode, c'est un besoin en fait. Collaborer, travailler en équipe, gérer une équipe n'est pas si simple que ça. Nous avons besoin de ces compétences humaines, de ce comportement du manager que nous n'avons pas de manière naturelle. Je voudrais quand même revenir à la langue, à l'aspect linguistique des choses. Peut-être que vous n'avez pas eu cette difficulté, c'est pour ça que vous avez éludé le problème en disant que bon, vous êtes allé sur d'autres pistes. Mais celui qui baigne dans un environnement arabophone, parce que peut-être que vos parents ont fait des études supérieures et donc il y a une transmission bilingue qui se fait chez vous,
Mais celui qui est purement arabophone et qui arrive, est-ce qu'il n'est pas... Parce que est-ce qu'il existe des écoles de management en langue arabe pure, à l'université peut-être? Est-ce qu'on enseigne en langue arabe le management à l'université? Ça fait 20 ans que j'ai quitté l'université, je ne sais pas. Non, alors, à mon époque, par exemple... Parce que je voudrais savoir s'il n'y a pas aussi une sorte de fracture qui s'opère pour je ne pense pas. Vous savez, moi j'ai des cousins qui ont étudié je dis ça parce que je sais que vous, l'aspect linguistique des choses, au niveau, vous essayez de recruter à bon niveau linguistique, et c'est le cas d'autres écoles supérieures. Et donc, vous avez sans doute raison, parce que quand on est après dans la vie pratique... Oui, nous, la raison qui nous pousse, c'est que nous délivrons un diplôme d'État français, un titre certifié d'État français, et que je suis dans l'obligation que le prérequis de la langue soit acquis. Je n'ai pas d'autre solution concrète. Alors, moi, c'est vrai que nos étudiants, nous, sont parfaitement francophones. Ils ont soit fait le lycée français, soit ils ont fait un bac arabe, scientifique souvent, mais ils sont issus d'un milieu très francophone. C'est une réalité. Oui, mais c'est un contexte. Je veux dire, moi, je suis convaincue que la langue n'a jamais été un handicap. Moi, j'ai des cousins qui ont étudié à Biskra et qui aujourd'hui sont à l'université américaine de Dubaï. Nous avons des ingénieurs qui ont été formés en Russie. Combien il aura fallu de temps pour apprendre le russe? 6 mois. Écoutez, la langue, c'est un contenant. Donc, c'est pas tant la langue qui est le problème, c'est comment on l'enseigne, comment on va enseigner le management. Est-ce qu'on reste dans une arcane extrêmement théorique en déclinant les styles de management, ou est-ce qu'on apporte la compétence? Combien d'écoles existent aujourd'hui? Est-ce que vous avez ce chiffre aujourd'hui? Est-ce qu'entre le très privé... Très peu. D'écoles de management? De qualité, oui. Très peu. Oui, je pense que tout le monde veut faire du management. Et la plupart des gens essaient de travailler justement le pôle que vous disiez, Madame Masmoudi, c'est le pôle communication comportementale, assertivité. Bon. Or, pour moi, c'est 10% du manager, ces éléments. Moi, je suis beaucoup plus en amont en disant travaillons la strate, travaillons le positionnement, soyons stratèges. Et là, on va décliner les styles de management et les comportements. Ça s'apprend par des petits séminaires. Et l'Institut de Madame Masmoudi y répond totalement avec des séminaires thématiques de 2-3 jours où on peut remettre, je dirais, comme elle disait, en perfectionnement tout au long de la vie le manager. Mais je veux juste vous reprendre. Les multinationales, vous dites, si je prends les multinationales qui sont françaises, vous savez, on ne met pas tant d'argent que ça dans la formation, contrairement à ce qu'on croit. Si vous regardez le DIF, le droit individuel à la formation, c'est 20 à 30 heures, on n'en met pas tant. Moi, je suis extrêmement surpris et agréablement surpris de voir à quel point les Algériens se mobilisent pour se former en dehors de leur temps de travail. Je ne connais pas ça en France. Je n'ai jamais réussi, en étant en poste, à faire un master ou un MBA et faire venir un gens le week-end. En Algérie, nous le vivons. Nos MBA sont remplis le week-end actuellement sur les 3 villes. Donc je me dis qu'il y a une vraie volonté. Je ne la retrouve pas dans mon pays. Nous, si ce n'est pas fait dans un cadre de l'entreprise, pendant les heures de l'entreprise, soit dans le cadre du FONGECIF, qui est un dispositif d'aide, soit dans le cadre du DIF, vous n'avez pas ça. Par contre, ce que nous avons, c'est le dispositif de l'alternance. Et là, il y aurait un vrai besoin. Alors, est-ce que pour autant, vous vouliez ajouter quelque chose à ce niveau ? Non, je voulais juste ajouter que la formation du manager, il n'y a pas que la formation initiale diplômante, la formation continue. On apprend tous les jours, et ça, on avait commencé l'émission avec cette phrase, on apprend tous les jours parce que la formation du manager, il y a différents modes de formation. Il y a le présentiel, parce que quand on pense formation, c'est tout de suite le cours en présentiel dans une salle avec un prof. Il y a aussi la formation en situation de travail. Bien sûr. Donc, le tutorat. Le tutorat, la formation en interne. Bien sûr. C'est vrai que moi, je vends de la formation présentielle principalement, donc, mais je dis aux entreprises, n'achetez pas que de la formation présentielle. Organisez de manière plus efficace votre formation en interne, ce qu'on appelle en France d'ailleurs la formation en situation de travail, par le tutorat, le mentorat, les stages. Moi, quand j'étais en multinationale, j'ai été envoyée au Maroc faire un petit stage de 2 semaines pour voir exactement la même usine, la réplique de notre usine qui était ici en Algérie. Donc voilà. Donc,
il n'y a pas que la formation présentielle. Il y a la formation initiale, la formation continue, mais aussi la formation en situation de travail. On parlait des multinationales tout à l'heure, et est-ce que les entreprises algériennes, les grosses entreprises algériennes aussi, font ce travail de recyclage et de formation continue envers leur cadre? Ah oui, parce que vous avez le dispositif obligatoire de la taxe sur la formation professionnelle. Est-ce qu'elles le font suffisamment? Alors, moi, elles utilisent leurs fonds, puisque les fonds, soit le payent en impôts, soit fait de ma part dans votre législation, soit elles... Justement, qu'en est-il du point de vue fiscal? Est-ce qu'il y a des avantages à, oui. Alors, Madame Solfidi, faire de la formation qui est une implantation locale plus longue que moi, pourra répondre beaucoup mieux, mais vous avez un dispositif qui correspond à peu près à ce que nous avons en France. C'est le 1% la formation? C'est 1% pour la formation et 1% pour l'apprentissage. Voilà, voilà. Donc les entreprises, elles cotisent indirectement, soit elles achètent, on va parler comme ça concrètement, auprès d'un centre de formation, de la formation, et donc elles ne payent pas l'impôt, soit elles payent l'impôt à l'État. C'est comme ça que vous fonctionnez. Alors que nous, on fonctionne par le biais d'une bourse commune. Ce sont les AGFOS qui gèrent ça. Attention, vous maintenant vous avez basculé, vous êtes dans notre système. Non, mais c'est une petite différence, mais qui n'en est pas, qui n'est pas aussi importante qu'on croit, puisque ces fonds sont disponibles et restent disponibles. Ce que je voulais dire plutôt, c'est que peut-être l'erreur de l'entreprise algérienne, c'est de vouloir consommer de la formation. Tout à fait. Voilà, pardonnez-moi. C'est de dire, on voit des entreprises qui viennent sur un salon en disant « qu'est-ce que vous avez à nous vendre ?» Et là, c'est vrai, moi cette démarche me surprend beaucoup et je pense qu'on doit plutôt leur proposer des diagnostics stratégiques. Ensuite, par rapport à ces diagnostics stratégiques, voir quel positionnement elles ont, où elles veulent aller et qu'on soit capable, à ce moment-là, de leur proposer un plan de formation adapté. Donc, si nous voulons revenir au sujet de la formation du manager, justement, eh bien, on pourra former correctement le manager quand, en amont, on aura procédé à un diagnostic stratégique entreprise par entreprise, puisqu'elles ont les fonds, qu'on met en place dans une durée déterminée qui, à mon avis, ira de 1 à 5 ans en fonction du business plan, parce que les business plans, c'est à peu près 5 ans, et que l'on mette en adéquation la ressource avec la stratégie de l'entreprise. Et j'en reviens toujours à mon idée de départ. Tout ça, le centre, c'est positionner l'entreprise et on positionnera en conséquence le manager. Est-ce que, pour autant, cela se passe bien pour vos entreprises? Alors, pour continuer ce qu'a dit Philippe, on nous dit toujours, vous, les centres de formation, vous proposez tous la même chose. Mais j'ai envie de leur dire aussi aux entreprises que vous nous demandez toujours la même chose. C'est vrai qu'il y a des compétences, le manager a besoin de certaines compétences qui sont plus ou moins standards, mais les problématiques d'entreprise sont différentes, elles sont spécifiques. Nous ne pouvons pas, dans une salle de formation, comprendre les besoins et répondre plutôt aux besoins spécifiques de chacun, parce que la formation, comme je disais, la formation en présentiel, elle a ses limites. Qu'est-ce qu'il faut faire alors à ce moment-là? Il faut aller Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas nous demander de faire... préciser les formations, il faut faire un diagnostic, faire un bilan de compétences, un diagnostic stratégique pour savoir où l'entreprise veut aller, quels sont ses projets, quels sont ses nouveaux projets, ses orientations, pour savoir quelles sont les compétences dont elle a besoin aujourd'hui et demain. Donc la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est un coût supplémentaire pour vous? C'est un coût supplémentaire pour l'entreprise? Non, parce qu'elle dépense plus en formation. Elle consomme du budget formation plus un bilan de compétences ne coûte pas plus cher. Moi, j'ai rencontré quelques leaders dont je ne citerai pas les noms d'entreprises algériennes. Et le constat qu'elles font justement aujourd'hui, c'est de dire on veut mieux utiliser notre argent. On veut des formations beaucoup plus stratégiques en termes, mais en lien avec ce que nous sommes. Donc, on va parler à la carte, si vous me le permettez. Mais il y a vraiment une vraie prise de conscience, et ça, je trouve ça extraordinaire, en disant, on a consommé pour consommer. Aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus concurrentiel, on a besoin de nouvelles compétences, on a un positionnement, on a un objectif stratégique, et donc, quels moyens on met en face. Donc, je pense que on va faire moins de formation dans les entreprises, mais peut-être plus de chirurgical, et donc avoir de meilleurs résultats. Aujourd'hui, il faut peut-être s'attaquer. Alors,
Ça, c'est essentiel, parce que c'est la prise de conscience qui est le plus important, peut-être, dans tout cela. Oui. Mais alors, s'il y a cette prise de conscience et s'il y a un besoin qui est fort, est-ce que ça se passe bien pour vos instituts? Ça dépend. Est-ce que votre plan de charge est suffisant? Oui, le besoin est là. Le besoin est là. Le besoin est énorme. Je vous vois sourire. Alors après, vous avez un client qui va vous demander une fiche technique et une facture pro forma. Excusez-moi, c'est vrai. Formation finance pour non financiers, envoyez-moi une fiche technique et une pro forma. Et quand vous avez d'autres DRH qui vont vous dire non, moi j'ai besoin d'une formation management de projet, mais c'est pour des managers transversaux qui ont envie de maîtriser cet outil. Bon, voilà. Donc, qui vous exprime vraiment des besoins plus spécifiques, plus étudiés, mieux pensés, on va dire, qui prennent le temps mais très souvent, des gens qui vous parlent ce langage, les DRH qui vous parlent de ce langage, ce sont justement des gens qui sont dans des entreprises de grande envergure ou bien des multinationales, etc. Donc, ils sont formés pour former. Voilà. Vous avez d'autres opérateurs, d'autres DRH qui viennent vous demander une fiche technique et une pro forma. C'est-à-dire pour lui, il faut consommer un budget formation et voilà. Est-ce que nos formations... Oui, allez-y. Je voulais, si vous me permettez, je vous en prie, allez-y. Répondre à la question. En ce qui nous concerne, on vit un vrai bonheur en Algérie. Nous vivons un vrai bonheur parce que nous proposons donc des formations qui sont en totale adéquation sur une vision opérationnelle, et c'est ce que le marché a besoin. C'est-à-dire que décliner un cours par académisme, aujourd'hui, eh bien, vous trouvez ça extrêmement bien fait sur des MOOC au niveau international. Les MOOC, c'est des petits films des petits films qui donnent un cours très synthétique avec des petits quiz, des petites questions. C'est très bien fait. Si c'est pour donner ça à un étudiant, il y a aujourd'hui cette ressource au niveau international et fait magnifiquement. Par contre, être capable de mettre en relation l'ensemble des compétences de l'entreprise et puis d'avoir un enseignement qui part d'études de cas précises, avec des enseignants extrêmement opérationnels, qui ont une vision entrepreneuriale, qui ont réussi dans l'entreprise, eh bien, à ce moment-là, l'étudiant, il matérialise, il comprend, il est en opérationnel. Et moi, je trouve que ce positionnement-là, si on pouvait développer en Algérie le concept de l'alternance, serait vraiment une vraie réussite. Parce que notre manager, c'est une petite pépite qu'on va planter, qui va se former. Et si ce jeune, on le laisse concrètement nous, en ce qui nous concerne, les élèves ont cours 3 jours tous les 15 jours. Mais c'est un choix stratégique. Bon, ça leur permet de suivre la fac algérienne en parallèle, ou alors d'être en mission d'entreprise, travailler, et donc de mettre en application concrètement ce que nous enseignons. Lorsqu'on développe, par exemple, un MBA avec 4 pôles de compétences, la strat, le management, le business, positionnement produit et la finance. C'est ce que disait Madame Masmoudi. Elle disait, je suis sortie de mon enseignement et je ne maîtrisais pas tel élément. Ben, c'est ce qui manque. Donc, comment ça se passe pour nos établissements? Eh bien, nous vivons un vrai bonheur puisque nous sommes en adéquation avec une demande et un marché. Très bien. Un mot encore sur les formations qui sont dispensées ici dans les instituts de management par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Même si vous expliquiez qu'on était plus ici en demande d'opérationnel, mais par rapport à ce qui se fait à l'étranger, est-ce qu'on est au même niveau de qualité d'enseignement ou non? Alors moi je vais vous répondre que nous sommes au même niveau parce que tout simplement, l'ensemble, 75% de nos consultants, ce sont les consultants de notre école de commerce. Cependant, tous les consultants à qui nous faisons appel ici en Algérie sont d'excellente qualité. Oui, mais il y a... Est-ce qu'on baisse le niveau? Non, pas baisser le niveau. On ne baisse pas le niveau. Non, mais est-ce que certaines matières ne sont pas plus développées ou en avance à l'étranger? Moi, j'ai pas ce sentiment. Ce qui concerne les nouvelles technologies... Alors, en termes de nouvelles technologies, en termes de nouvelles techniques de marketing... Je pense qu'il y a des choses qui se font et qu'ici, on n'est pas au même... Mais il est évident que faire un cours de e-business en Algérie, sachant que les systèmes monétiques n'ont pas été mis en place alors qu'ils vont être mis en place, c'est une réalité. Faire une campagne, moi je suis un des rares à diffuser et à faire une communication
essentiellement basé sur le e-business, je vois bien que je suis à peu près seul sur ce créneau-là, qu'il n'y a pas encore les compétences pour faire. Vous n'avez pas encore formé suffisamment de community managers qui maîtrisent à la fois parfaitement la langue française, pour pouvoir écrire justement la substance et en même temps être capable d'utiliser l'outil. Même si on est léger dans l'orthographe sur les nouveaux outils. Oui, bien sûr. Mais ce qu'on constate, c'est que d'une façon ou d'une autre, on arrive à analyser que notre positionnement est un peu différent. Mais c'est normal, puisque vous n'avez pas encore toutes les connexions Internet qui fonctionnent toujours. Bon, c'est des petits barrages, tout ça. Mais on voit qu'ils y viennent. Et comme vous le dites, c'est très difficile de trouver quelquefois des collaborateurs qui font des community managers ici, qui font pas de faute d'orthographe, et on peut trouver nous-mêmes des partenaires qui commettent ces erreurs. Mais on est là pour les accompagner. Est-ce que toutes les entreprises doivent se mettre au diapason des nouvelles techniques du management, les épouser aujourd'hui? Parce que on voit ça à l'échelon des grandes sociétés, elles y sont souvent obligées. On voit ça de manière moindre au niveau des segments moyens, je veux dire, d'entreprises. Mais est-ce que toutes doivent y aller, y compris la petite, l'épicerie par exemple? Oh. Je vais loin. Vous allez très loin. Non, mais on pourrait voir demain nos épiciers se mettre mettre sous informatique, sous logiciel, un petit peu toutes leurs... les caisses enregistreuses. Les caisses enregistreuses, ça fait de plus en plus. On le voit ça au niveau de supérettes. Oui. Mais ça va peut-être un jour atteindre nos épiceries. Il faut penser aussi à ce qui se fait hors d'Alger, dans certains villages et villes d'Algérie. Je vous ai dit, moi, j'ai rencontré ces lacunes-là, bien que j'étais, soi-disant, je pensais avoir été outillée pour l'informatique, mais j'ai eu des lacunes dans ce domaine-là. Rien qu'à installer une imprimante en réseau, j'ai galéré un petit peu. Mais à vous entendre, le besoin étant là, se lancer dans la formation aujourd'hui, comme d'ailleurs dans d'autres formations, au niveau peut-être même on voit que ça se passe très bien, même pour les écoles privées, dans le cadre primaire et secondaire. Est-ce que, à votre niveau, il y a encore de la place pour beaucoup d'instituts de management, et y compris dans l'intérieur du pays? Dans l'intérieur du pays, beaucoup, bien sûr, parce que les écoles sont concentrées au centre, donc sur Alger, un petit peu Oran, mais il y a beaucoup à faire. Bon, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est... Beaucoup de centres de création, on envoie de formation sur Alger, sur les grandes villes, sur Oran, c'est ça? Oui, très souvent c'est ça. Les entreprises envoient leur personnel se former dans les grandes villes. Beaucoup de centres de formation sont en train de se créer. Si vous allez sur le site formation.dz.com, vous allez voir que des instituts de formation, il y en a un petit peu partout. Mais après, il faut parler de centres de formation de qualité. Mais c'est normal, comme c'est un nouveau marché, c'est normal qu'on vive cette situation-là, mais il y a un écrémage après qui va se faire, et la qualité, je pense, va suivre. On est dans un nouveau marché. Alors, nos managers, évidemment, donc on a axé là-dessus pour voir s'ils avaient le niveau, ou en tout cas les offres d'enseignement qui étaient dispensées. Est-ce qu'elles étaient bonnes? Est-ce qu'elles étaient au niveau, elles aussi? Mais en fait, on va essayer de décaler. En fait, le manager est en proie aussi à d'autres difficultés qui freinent aussi son épanouissement, Environnement. C'est ce fameux environnement et climat des affaires. J'aimerais vous entendre à ce niveau-là. Parce que les élèves qui sortent de chez vous, ils sont tout contents de rejoindre la vie active, mais est-ce qu'ils ne découvrent pas un nouveau monde? Qu'ils appréhendaient déjà, certainement. Mais... Moi, je pense que en ce qui nous concerne, on les prépare à ce monde-là. Qui fait notre force. Le fameux opérationnel. Voilà, on les prépare. Ils sont opérationnels. L'objectif, c'est d'ailleurs qu'ils soient en stage pendant leur formation pour justement qu'ils puissent valoriser leurs compétences en entreprise. Et il me semble qu'en Algérie, ce que je peux voir, c'est que les entreprises sont tout à fait
porteurs de projets où on puisse intégrer ces jeunes. Elles ont besoin de compétences et elles ont envie de faire confiance à cette jeunesse. Et ce qu'il faut, c'est juste donner envie aux jeunes de croire que c'est possible. Bien. Pose encore un autre problème, c'est celui de l'entrepreneuriat. En Algérie, c'est vrai que créer une entreprise dans un environnement, je dirais, administratif, une certaine lourdeur, je suis auto-entrepreneur et je peux vous dire que je souffre tous les jours. Vous savez, souvent on parle de cette relation de confiance entre gouvernants et gouvernés qui est un peu abîmée, pour le moins dans notre pays. Est-ce que c'est la même chose entre l'administration, le gouvernement et l'entreprise, oui. l'entrepreneur? Oui. On a l'impression que parfois l'administration est contre l'entreprise et contre l'entrepreneur. Qu'on est très souvent, je dirais, qu'on nous reproche d'être là et d'exister. Les privés, vous savez, avec le secteur privé, c'est vrai que issu d'une économie socialiste et administrée, on n'a pas l'habitude de voir de jeunes entrepreneurs, ça ne courait pas les rues il y a 20 ans. Donc quand vous vous présentez devant une administration fiscale ou devant pour ne pas citer d'autres administrations, c'est un cauchemar que l'on vit. Au lieu de passer notre temps à créer, à développer de nouveaux concepts, ça a été notre objectif de départ. On passe 80% facilement de notre temps à régler des problèmes administratifs et c'est frustrant. C'est frustrant. Est-ce que vous enseignez justement la lutte contre la bureaucratie ou contre les faux problèmes? Moi, je ne vais pas prendre position s'il y a trop de bureaucratie ou pas de bureaucratie. Vous savez que c'était un ersatz de la colonisation. Oui. Parce que c'est... Bon, oui, non, mais vous savez, il ne faut pas peut-être copier ce qui n'était pas bien. Il faut peut-être laisser tomber ce qui a été mal fait et puis prendre le meilleur. Moi, j'essaye de prendre le meilleur, en tout cas, dans ma façon de faire et de voir dans la vie. Écoutez, moi, j'ai un sentiment un petit peu différent. Moi, on a créé une société ici, ça a été long, c'est une évidence. Bon. En France aussi, c'est long. Bon. C'est compliqué, oui. Mais je dirais qu'à chaque fois, j'ai trouvé des gens dans les administrations de bonne foi qui ont tout fait pour m'aider. Et quand on a un interlocuteur, j'ai toujours trouvé quand même un feedback. Par contre, on sent une inertie derrière qui est plus compliquée. Mais bon an, mal an, ça s'est extrêmement bien passé. Voilà. On est dans une société 49-51. Mais est-ce qu'on ne gagnerait pas à recycler aussi notre système administratif pour essayer de faire rencontrer les... Moi, je ne prendrai pas position parce que je ne le connais pas. On parlait d'environnement favorable. Vous avez parlé des multinationales. Il y a des habitudes de travail à acquérir. Il y a de nouvelles procédures de travail, d'autres manières de travailler que l'on doit acquérir absolument, que ce soit les opérateurs économiques ou bien les institutions du pays qui sont en relation en fait avec les opérateurs économiques. Parce qu'aujourd'hui, moi je considère que les lourdeurs administratives freinent et freinent le développement de l'entreprise et empêchent parfois la réussite. Vous savez, quand vous avez une mise à jour CNAS que vous ne pouvez pas retirer, vous ne pouvez pas soumissionner à un appel d'offres, vous pouvez passer à côté d'un marché pour ne pas avoir votre mise à jour CNAS parce qu'il y a une erreur sur le montant du chèque. Voilà, vous avez des problèmes. C'est peut-être rien, mais ça freine. Ça nous freine personnellement. Je parle en tant qu'auto-entrepreneur. Oui, parce que vous êtes entrepreneur. Oui, on retrouve ça de façon générale dans tous les pays. Mais quoi qu'il en soit, moi, je trouve qu'il y a une vraie volonté. Il y a surtout un marché devant vous. De nous aider. Le marché est là. Par contre, le marché, il se repositionne. Tout à l'heure, vous parliez, est-ce qu'il y a suffisamment ou pas? Est-ce qu'il faut encore créer des centres de formation? Moi, j'ai une vision qui est de dire aujourd'hui, on va aller peut-être vers une vision de spécialiste, de plus en plus. On va monter en gamme et des centres de formation vont disparaître. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, il va y avoir une distanciation entre ce qui est du très haut de gamme et le marché dans le très haut de gamme, c'est-à-dire véritablement formé dans l'excellence. L'entreprise a besoin de ça. Le middle game devra soit monter,
soit aller chercher vers le bas et en réalité vont disparaître. Donc aujourd'hui, le marché il est en train de se repositionner. Et c'est ce qui est extrêmement intéressant aujourd'hui sur ce marché algérien. Pourquoi ? Parce que derrière, il va nous falloir des hommes pour transmettre. Et ces hommes, ces compétences, qui sont capables vraiment de transmettre avec une acuité et vraiment une grande qualité, il n'y en a pas tant que ça. Vous gérez un centre de formation et quand vous faites vos sélections, vous voyez bien que c'est toujours le même groupe que vous avez sur Alger et qui tourne. Vrai ou faux ? Tout à fait. Bien. Tout à fait. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces gens, on ne pourra pas les démultiplier dans tous les centres de formation. Donc notre rôle à nous, c'est d'être capable de former ces nouveaux courroies de transmission. Courroies de transmission, tout à fait. Et on va les trouver où ? On va les trouver dans les entreprises. On va les former à la pédagogie, à la transmission de la connaissance. Et on va leur donner une enveloppe plus globale pour pouvoir justement transmettre dans le but de former un manager polycompétent. Vous êtes d'accord, je pense, avec moi ? Je suis tout à fait d'accord. Donc, je suis tout à fait d'accord. Le marché va complètement, à mon sens, bouger en Algérie dans son information. Un mot sur les institutions publiques, les instituts publics qui forment au management, car il y en a, et certains sont, je crois, de bon niveau. Tout à fait. Et je crois qu'ils absorbent peut-être l'essentiel de ce qui se forme aujourd'hui au management en Algérie, non ? Je ne pense pas. Vous avez des instituts publics, on a l'ISGP, on a, qui est un centre de formation. Alors je voudrais à ce niveau précis saluer donc une coïncidence qui a lieu avec l'INPED qui après-demain donc organise un colloque sur la même thématique que la nôtre, sur le management et les horizons qui s'offrent au management algérien. Tout à fait. Vous avez l'INPED. Moi j'ai des formateurs qui interviennent chez moi qui ont beaucoup travaillé à l'INPED. Vous avez des écoles aujourd'hui, on a l'école nationale supérieure de management, le NSM d'Alger. Vous avez HEC à Orléans. Donc on a des écoles de management. Ce n'est pas suffisant, c'est sûr. Oui. Ce n'est pas suffisant. Il en faut d'autres, comme Philippe, comme moi, parce que le besoin est énorme. Le besoin est énorme. Aujourd'hui, je suis convaincue que investir dans notre ressource humaine, c'est ça la clé de réussite de demain, c'est ça l'intelligence économique, c'est investir sur des cerveaux, sur des hommes et des femmes. Et c'est ça qui va faire amorcer le développement de ce pays, ce n'est pas le pétrole. Justement, mais peut-être que le pétrole vous lance une belle fleur ici, puisque tout le monde doit se réveiller au niveau du management. C'est extraordinaire. Tout doit reposer maintenant, tout doit être centré sur l'homme, comme vous l'expliquez. Et donc, sur l'homme, sur le secteur secondaire, le secteur tertiaire, et non plus que le secteur primaire. L'homme et la femme, les femmes, qu'est-ce qu'elles représentent au niveau du management aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des chiffres à ce niveau-là ? Sincèrement, je n'ai pas de chiffres, mais c'est très peu. Mais dans vos instituts, par exemple, c'est peu. C'est peu. Oui. Alors moi, j'ai beaucoup de femmes qui viennent se former. Ça représente à peu près 60%. On est à peu près, il y a 60% de femmes. Je parlais des postes de management. C'est vrai que dans le milieu estudiantin, on voit une proportion de... les femmes viennent mais bien dans les se former. postes de management... Ce qu'on constate aussi, pour rebondir sur les étudiants tout à l'heure par rapport à comment on les forme, moi j'ai beaucoup d'étudiants qui sont aussi étudiants dans les écoles que vous avez citées, qui sont prestigieuses, l'ESC, HEC. Et je me suis aussi posé la question, mais pourquoi vous venez chez nous ? Pourquoi vous venez prendre une double formation chez nous ? Et la réponse que j'ai eue encore tout à l'heure dans un cours, j'étais en cours tout à l'heure, avec une demoiselle qui est HEC, elle me disait, c'est ce côté extrêmement pratique, pragmatique, vision terrain que vous nous offrez et qui fait une bonne complémentarité. Et donc elle va poursuivre son M1 chez moi et en même temps à son école, je crois que c'est Coléa. Je trouve ça relativement intéressant justement qu'on apporte cette complémentarité. Vous m'expliquiez en coulisses que vos grands-parents, vos parents étaient d'une lignée communiste. Alors j'aimerais savoir s'il en reste quelque chose dans votre vision vous êtes sympa, de l'école de management.
Est-ce que non, mais c'est vrai. Est-ce qu'au bout du management, est-ce que le manager doit avoir aussi je vais encore me faire une vision sociale, d'avoir le cœur à droite ou le cœur à gauche si et le portefeuille à droite. De pépites. J'ai l'impression que vous êtes un chercheur d'or. Écoutez, d'abord, je suis fier de ma famille et on peut avoir des valeurs. L'entreprise aujourd'hui de demain, pour moi, vous qui êtes une dame qui travaille dans la norme, c'est la norme 26 000. Qu'est-ce que la norme 26 000 ? C'est associer le rôle social, sociétal et environnement de l'entreprise. Alors, s'il faut que je passe pour un mec de gauche qui dirige une école supérieure de commerce, parce que je situe l'homme au centre, je veux bien, mais quoi qu'il en soit, mes managers, je les forme à être pratiques, pragmatiques, avec de fins gestionnaires comme j'en suis un, et être capable de combattre sur ce marché qui est extrêmement porteur. Entreprise citoyenne, entreprise environnementale, soucieuse de l'environnement, tout ça, ce sont des formations que vous donnez, y compris pour la citoyenneté de l'entreprise. Pour la citoyenneté, tout à fait. Aujourd'hui, on a normalisé l'entreprise, l'action sociale de l'entreprise et on a même des normes, moi qui suis dans la qualité, il y a la norme ISO 26000 exactement qui parle de la responsabilité sociétale de l'entreprise et sociale, tout à fait. Ça a été initié par un socialiste qui est Jacques Delors, un Français. Très bien. Eh bien, l'intelligence économique d'accord, doit être au service aussi de l'intelligence sociale. C'est sur ces mots que nous achevons cette émission. Je voudrais vous remercier tous les deux. Merci. Je vous rappelle que nous avons un site, un réseau social, un site Facebook, Economia Algérie. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un débat qui sera tout aussi passionnant, j'en suis convaincu. À la samedi.